Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Loi interprétative de la loi d'amnistie, le groupe parlementaire PASTEF apporte des précisions. Selon ses membres, il ne s'agit aucunement d'un règlement de compte, mais d'une clarification. Selon les députés, l'ancienne loi d'amnistie est tout simplement ont permis de tuer 49 collectifs au total s'unissent pour une même cause. Ils sont accompagnés dans ce sens par le député Guy-Marie Sagna. Ces derniers veulent une résolution de leur situation. Guy-Marie Sagna lui trouve la solution dans la reddition des comptes. Et puis, cette polémique née de la déclaration du ministre porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiaye sur la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba. Donc, réaction des citoyens qui estiment qu'il s'agit d'un sujet très sensible, mais selon eux, il est important d'éclaircir cette question. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Loi interprétative de la loi d'amnistie, le groupe parlementaire PASTEF estime qu'il ne s'agit ni d'une abrogation, ni d'une abrogation totale ou partielle, ni d'un règlement de compte, mais d'une clarification. Selon Amadou Ba, le Sénégal ne saurait cautionner le droit de tuer. Il assure que le PASTEF est à l'aise avec l'abrogation, mais la loi interprétative est la seule solution. À son avis, je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro de Tidjansi. Le Sénégal ne voit sa responsabilité engagée au niveau des juridictions internationales pour absence de recours effectif pour les victimes qui souhaiteraient, victimes d'actes de torture, d'assassinat ou de meurtre, ou leur ayant droit, qu'ils puissent saisir les tribunaux sénégalais, auquel cas on leur objecterait la loi d'amnistie comme limite à leur recours. Pour faire pallier à cette absence éventuelle de recours effectif, le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vaincus. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. On peut contester politiquement, quelle que soit la violence de la contestation politique, l'État doit avoir la réserve nécessaire et les instruments nécessaires pour ne pas prendre la vie. La Constitution ne donne pas un droit de mort, un permis de tuer. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie. Tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armées, qui les a financées et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi à la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Je le disais en titre, 49 collectifs au total s'unissent pour une même cause entre les impactés, le train express régional, collectif des licenciés de l'administration publique, entre autres. Et ces derniers veulent être rétablis dans leurs droits. Et dans ce combat, ils sont accompagnés par le député Guy-Marie Sagna qui trouve selon lui la solution dans la reddition des comptes pour permettre à l'État du Sénégal de pouvoir régler tous ces cas. Et des autres Grastine et Moussa Dia pour le compte rendu. 49 collectifs rejoignent le FRAP
tous unis pour mener le même combat. Surnommé doyen par le collectif, Alassane Anne revient sur les motifs de cette mobilisation. Pendant 7 ans pour certains, 12 ans pour d'autres, plus de 25 ans pour certains, nous avons résisté. Chacun dans son coin, avec ses frères et sœurs de combat, accompagnés par le FRAPP, mais seuls face aux oppresseurs. Ces patrons voyous voient des licenciements abusifs. Aujourd'hui, nous ne serons plus jamais seuls. Venu apporter son soutien à ce front de lutte, Guy Marius Sagna estime que la clé pour résoudre une grande partie des problèmes auxquels sont confrontés les collectifs réunis réside dans la reddition des comptes. Nous ne pouvons ne pas soutenir et féliciter le gouvernement dans sa démarche de reddition des comptes parce que nous savons que certains de nos membres, comme par exemple SIAS, AMA Sénégal, Sotrac, auxquels il doit être payé le restant de leurs droits, mais il faut de l'argent pour payer ces droits-là. Et une partie de cet argent a été volée. Et pourquoi? Nous ne pouvons pas ne pas soutenir le processus, le projet, le déroulement de la reddition des comptes. Mais l'espoir est permis. Le député a promis de rencontrer les ministres du Travail, de l'Environnement et de la Santé, ainsi que l'ensemble du gouvernement, afin de trouver des solutions urgentes. Pourquoi nous sommes ici, et donc dans les heures et les jours à venir, oui, ensemble, dans une dynamique d'ensemble, le FRAPP, ses collectifs et moi-même, nous allons demander à rencontrer les différents ministres du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko qui sont en charge des préoccupations auxquelles sont confrontés nos membres. Le FRAPP, aux côtés de 49 collectifs, appelle toute entreprise ou association ayant besoin de soutien pour la satisfaction de leurs revendications à rejoindre le mouvement. Elisabeth Krastine, nous parlons donc tout à fait d'autres choses. L'agence d'aménagement et de promotion des sites industriels harmonise ces orientations avec la vision Sénégal 2050, donc est mise sur son hub minier régional pour dynamiser son secteur extractif et renforcer son positionnement en Afrique de l'Ouest, bien sûr. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, annonce un investissement de 509 milliards de francs CFA devant donc générer au moins 6000 emplois. Et un projet donc innovant qui va mettre le Sénégal au devant de la scène dans le secteur minier. Et je vous propose de suivre ce compte rendu signé Satou Diba. Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans sa politique de développement minier avec la relance du hub minier régional. Un montant de 1000 milliards est alloué au projet qui est aligné sur les ambitions du référentiel stratégique Sénégal 2050. Ce projet il est d'une importance capitale. Il s'agit tout simplement dans les 3 régions les plus importantes au niveau minier d'investir 509 milliards pour pouvoir relever les défis de l'exploitation minière. Il s'agit d'abord de créer ce qu'on appelle un hub académique. L'autre partie qui est très importante, c'est le hub logistique. Et le troisième qui est très important, c'est justement le hub des services. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal ne capte que 23% des services qui sont dans les zones minières. Tout le reste vient donc des pays de la sous-région ou de l'étranger. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est lancer ce projet, le redéfinir, l'aligner par rapport à l'agenda 2050. Le projet va créer quelque chose comme 6000 emplois à terme dans le domaine des différentes mines. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines met en avant le potentiel minier du pays. Selon lui, le Sénégal dispose d'un atout majeur avec des gisements de phosphate qui, grâce à des innovations technologiques, peuvent être exploités de manière plus efficace et durable. L'événement qui nous réunit est d'une importance capitale. Au regard des enjeux et défis liés au développement d'un tel projet, dans un contexte de conquête d'une souveraineté du Sénégal, notamment infrastructurelle. L'avenir du secteur minier est étroitement lié à l'innovation. Dans un monde en constante évolution, il est impératif d'adopter des technologies avancées,
que ce soit dans l'exploration, l'extraction ou le traitement des minéraux. Je vous ai parlé de ces Sénégalais qui ont commencé à transformer ici au Sénégal du phosphate en engrais. Mais je vous ai parlé aussi de l'innovation réalisée par un Sénégalais. La chef du projet s'engage pour la bonne mise en œuvre du hub minier régional. Senapi n'est qu'un exemple parmi d'autres projets transformateurs. Le groupement Québec-Sénégal à Kédougou, l'usine de traitement d'or responsable pour la petite mine ou encore les plateformes logistiques de Tambacounda. Chaque composante joue un rôle essentiel de notre vision d'un hub minier intègre qui servira les intérêts nationaux tout en créant de la valeur pour tous les acteurs impliqués. Une feuille de route commune pour avancer. Nous reconnaissons que la mise en œuvre d'un projet aussi ambitieux nécessite de surmonter certains défis. La relance de ce projet ouvre la voie à une transformation en profondeur du secteur avec des retombées positives pour l'économie. Les populations locales vont bénéficier directement des opportunités générées par cette initiative. Et puis, Satou Diba, le ministre du pétrole et de l'énergie, a donc révélé que certaines demandes de renouvellement ne respectent pas les normes légales en vigueur. Sur 77 demandes de renouvellement examinées, seules 6 ont été jugées conformes à la législation sénégalaise. Une démarche qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Sénégal de moderniser le secteur des hydrocarbures, selon Biram Souleye Diop, et d'assurer également une distribution efficace à un coût abordable et de repenser le mécanisme de subvention pour mieux structurer le marché afin de garantir des prix accessibles aux consommateurs sénégalais. Nous l'écoutons. Je vous informe qu'entre décembre 2023 et septembre 2024, nous avons reçu 484 demandes nouvelles de titres d'autorisation d'exploitation. L'audit réalisé a révélé qu'aucune de ces demandes n'était conforme aux prescriptions de la loi. On en fait quoi? Est-ce qu'on délivre comme ça se faisait avant? Ou est-ce qu'on demande à tout le monde de se conformer aux prescriptions de la loi? Capacité financière non observée, étude d'impact environnemental non réalisée, registre du bénéficiaire réel non déposé, NINEA non produit, capacité financière, etc. Nous avons une manne d'informations. Nous avons reçu sur la même période 67 demandes de renouvellement. 77. Sur les 77 demandes de renouvellement que nous avons reçues sur cette période-là, seules 6 ont été valables. Tout le reste non conforme à la loi. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux parce qu'il faut exploiter, ou on met tout le monde dans le sens de la loi si on veut être dans un Sénégal juste, prospère, où l'acteur économique réel, pas le spéculateur, l'acteur économique réel doté de la capacité financière, l'acteur économique réel qui comprend le sens du hub minier, mais qui comprend également l'impact que cela produit dans la vie au quotidien du Sénégalais, doit apporter. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Vous venez donc d'écouter le ministre Biram Souleye Diop. Pendant ce temps, l'ancien ministre des Finances et du Budget a été tué dans des circonstances troubles. Une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaksare, qui suscite une polémique sur les réseaux sociaux. Mais dans les rues de Dakar, difficile de faire réagir les citoyens. Selon certains, rencontrés par Aram Fall Ndaou, cette affaire doit être tirée au clair. Reportage. Difficile de faire réagir les citoyens sur la sortie du ministre porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiaksare en ce qui concerne la mort de l'ancien ministre des Finances et du Budget Moustapha Ba. Pour certains, il s'agit d'un sujet sensible, à l'image de ce jeune homme qui pense que ses propos semblent reprendre les dires du procureur qui avait noté dans un communiqué que la mort de l'ancien argentier de l'État n'était pas naturelle. Qu'il n'a fait que confirmer les propos du procureur de la République. Si le ministre Moustapha Ndiaksare le dit, je pense qu'il est renseigné, d'autant plus qu'il est le porte-parole du gouvernement. Il doit aussi pouvoir donner ses opinions. Il faut savoir différencier les deux casquettes. La casquette du ministre et aussi la casquette du responsable.
Pour d'autres, l'enquête doit se poursuivre pour éclairer les Sénégalais sur les circonstances du décès du ministre Moustapha Ba. Je pense que l'enquête doit se poursuivre pour que nous puissions savoir les véritables causes de sa mort, puisque c'est un ministre qui a parlé. Cette sortie du ministre Moustapha Sarré n'est pas anodine du point de vue de son statut dans le gouvernement sénégalais, nous dit ce cinquantenaire. Moustapha Sarré, c'est pas n'importe qui dans le gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement. Moustapha Sarré n'est pas n'importe qui dans le gouvernement. S'il a osé parler de cela, c'est parce qu'il a des informations. Il ne peut pas sortir pour dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Moustapha Ba est décédé le 4 novembre 2024 à Paris dans des circonstances troubles selon le ministre porte-parole du gouvernement. Ces propos, largement commentés sur les réseaux sociaux, ont suscité la réaction des avocats de la veuve de Moustapha Ba qui demandent la réouverture de l'enquête et l'audition de l'auteur de ces propos. Les mercredis de la presse, le thème retenu, cette édition, le traitement de l'information sur la police nationale. Ces échanges visent à renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias, afin de garantir une meilleure couverture médiatique. Des recommandations ont été faites pour mieux mettre en lumière les défis liés à la communication sur les activités de la police nationale. C'est tout débat. Une nouvelle initiative est lancée pour renforcer une collaboration entre les forces de l'ordre et les professionnels des médias. Cet échange visait à renforcer un dialogue constructif et à promouvoir une meilleure compréhension mutuelle entre ces deux acteurs clés de la société. Le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui permet la promotion et la protection des autres droits humains. Parce que quand on distribue l'information au public, ça permet au public d'avoir beaucoup plus d'outils pour pouvoir peut-être participer au débat public, pour pouvoir aussi faire des dénonciations qui n'ont pour objectif que la promotion de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la gestion de la chose publique. Panélistes et experts ont partagé leur point de vue et proposé des pistes de solutions, nous dit le directeur des droits humains qui a insisté sur l'importance du respect des libertés de la presse et des droits fondamentaux. Directement vous dire de respecter la loi. Donc ce que le journaliste doit faire, c'est de faire en sorte d'avoir toutes les informations relatives à ces lois-là et de savoir là où son travail doit s'arrêter. Le commissaire de police a rappelé l'engagement des forces de l'ordre à assurer la sécurité des citoyens et les journalistes en exercice. Aujourd'hui, on a eu aussi une autre thématique sur les droits humains à l'épreuve du droit à l'information, avec aussi comme autre thème présomption d'innocence, secret de l'instruction et droit à l'information. Si vous faites le rapprochement entre les deux thèmes, on avait constaté dans le passé qu'il y avait souvent des interactions très négatives entre policiers et acteurs de la presse pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour briser la glace, pour que nous puissions comprendre que nous sommes deux acteurs qui travaillent ensemble et sur ce, nous devons au moins harmoniser nos positions et essayer de voir en quoi est-ce que le fait de faire notre travail peut impacter négativement sur peut-être le droit d'exercer sa mission ou bien le droit de faire son travail à d'autres personnes. Cette édition des mercredis de la presse a permis de poser les bases d'une collaboration renforcée entre la police et la presse. L'objectif est de construire une relation de confiance durable, bénéfique aussi bien pour les professionnels des médias que pour les forces de l'ordre. L'ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal annonce l'installation prochaine d'une société émiratie au port de Dakar. Le bureau est déjà opérationnel selon lui. Les deux pays vont renforcer davantage leur partenariat. Des propos tenus lors d'un logo offert par l'ambassade à la presse nationale. Je vous propose de suivre les explications de Sambou Biagui, directeur de la maison de la presse, qui a fait l'économie des propos de l'ambassadeur donc des Émirats arabes unis au Sénégal. Il est au micro de Barso. Je pense que c'est une excellente idée que nous magnifions et nous remercions très sincèrement
son Excellence. Et dans ces mots, il a parlé de relations séculaires, de relations diplomatiques véritablement qui existent entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Des relations véritablement qui datent de très longtemps, de plus de 50 ans, mais aujourd'hui renforcées par le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui vient d'une visite à Abu Dhabi. Et cette visite a permis véritablement de renforcer les relations entre les Émirats arabes unis et le Sénégal en termes d'infrastructures, en termes de contenu de relations. L'ambassadeur en a parlé tout à l'heure. Véritablement, ça permet en tout cas aux deux pays de pouvoir véritablement échanger de compétences. Je pense qu'il a une vision claire de la chose. Il veut également une vision véritablement partagée avec véritablement les Sénégalais, mais également faire savoir ce que véritablement son excellent le président l'Émirat des Arabes Unis compte faire au Sénégal. Donc je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir délivrer un message qui va être perçu par les acteurs des médias, parce que les médias, véritablement, il faut le dire, sont des vecteurs de communication. Vous venez donc d'écouter Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse. Et puis visite du directeur général de l'Office national de formation professionnelle à Ziguinchor. Mamadou Lamine Barlo a remis au préfet les attestations de formation des bénéficiaires d'un programme initié en partenariat avec l'Agiroute. Une convention avait été signée entre l'ONFP et Agiroute pour la formation de 500 jeunes avec un financement de près de 290 millions de francs CFA. Le programme s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor. Mpac Mohamedou Lamine Barlo, directeur général de l'ONFP, est avec Hassan Ba. Nous avons eu le plaisir de rendre visite au préfet, ici à Ziguinchor, pour lui remettre des attestations aux bénéficiaires de formation déroulées par le financement de formation professionnelle avec l'Agiroute dans le cadre d'un partenariat. Je dois rappeler que dans le cadre de la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor et du désenclavement de la zone sud, l'ONFP et Agiroute avaient signé une convention de partenariat pour former 500 jeunes avec un financement de près de 290 millions. Donc 500 jeunes ont été formés dans différents modules du BTP, mais également des modules portant sur des secteurs avec un fort potentiel ici dans la localité et dans la zone, donc 13 modules au total. Ces jeunes ont été formés et aujourd'hui il était question pour nous de venir auprès des autorités administratives qui ont été impliquées depuis le début du projet, donc depuis la phase de sélection, la phase d'information. Toute la partie mise en œuvre, ça a été fait avec les autorités administratives. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus vers ces autorités-là pour leur remettre ces attestations qu'elles devront à leur tour remettre aux différents bénéficiaires du département de Ziguinchor. Le partenariat entre l'Agiroute et l'ONFP qui permet de prendre en charge une très grosse préoccupation au Sénégal qui est celle de la formation et de la préparation à l'employabilité. Ces 500 jeunes qui ont été formés aujourd'hui ont des qualifications et des compétences, les compétences requises aujourd'hui, que ce soit dans le domaine du BTP, mais également dans le domaine de la transformation alimentaire, de la couture, de l'électricité, beaucoup de domaines aujourd'hui. Et dans ce cadre de ce projet, Agiroute déjà, qui est un partenaire de choix, accompagne un certain nombre de ces jeunes en termes d'insertion dans la mise en œuvre de ce projet qui est en cours, mais également auprès de partenaires de l'Agiroute qui font des opérations dans la zone. Donc c'est vraiment une satisfaction. Et une bonne partie également de ces bénéficiaires-là, c'est des personnes qui ont été impactées par le conflit ou des personnes qui ont été démobilisées. Donc c'est un projet qui répond vraiment à ce besoin. La 4e édition des Dignes Fils du Sénégal va se tenir cette année, le 12 avril prochain. Ziguinchor est à l'honneur. Cet événement célèbre les personnalités et acteurs engagés qui contribuent au développement du pays. Cette édition va mettre en lumière les parcours inspirants des figures emblématiques de la région et valoriser les initiatives locales porteuses de progrès. Serigne Baki Ndiaye, initiateur de l'événement, je vous propose de l'écouter. Pour la 4e édition, nous avons décidé de nous déplacer vers Ziguinchor. Ziguinchor où nous allons honorer le président Noah Cissé. Il est le médiateur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc quelqu'un qui a beaucoup contribué au développement de ce pays-là sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation et sur le plan de la culture. Et à côté de Noah Cissé, nous aurons notre icône, Mamati Mbeng,
Et nous avons ce qu'on appelle des juniors. Si je dois schématiser, je vais dire que il y a la médaille d'or et il y a la médaille d'argent. Donc là, ce qu'on pourrait appeler les médailles d'argent, il y a l'artiste Cheikhou Gueye qu'on appelle communément Saner, connu dans tout le pays. Il y a un ancien arbitre international qui s'appelle Omar Diop, qui est de Ziguinchor, mais nous avons également retenu l'ancienne équipe, l'équipe du Casa Sport de 1979, qui a été une très belle équipe, qui va être honorée. La troupe de Thionkesil, bien connue des Sénégalais, mais aussi une grande dame athlète qui s'appelle Oumou Bari, Jules-François Bokandé également à titre posthume, un grand opérateur économique qui a beaucoup fait pour la Casamance et qui a disparu aujourd'hui, du nom de Samba Gakou, qui va être également honoré. Mais il y a deux autres sur lesquels je vais quand même m'appesantir. Parce qu'aujourd'hui, si on demande même à la presse sportive, est-ce que vous connaissez le président fondateur, le premier président du Casa Sport? Rares sont ceux qui vont me donner la réponse. Et c'est un monsieur qui s'appelle Massim Mandian. Il y a également un autre qui a beaucoup fait pour la Casamance, pour le football casamançais, qui s'appelle également Alioune Badara Diallo, aujourd'hui disparu. Et enfin, il y a la dame handballeuse également qui s'appelle Oumou Diédiou, Madame Badiane, qui est aujourd'hui à Ziguinchor. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de placer cet événement sous la présidence d'honneur du chef de l'État, qui a également un programme pour la Casamance. Nous pensons que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous voulons aller faire en Casamance, c'est une contribution également pour aider justement à renforcer cette paix qui existe déjà dans cette région-là. C'est ça une contribution que nous apportons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.